et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la soirée. Voici les titres. Nommé à la tête de la 8e région militaire, le général des brigades Emmanuel Lombe et les forces armées de la République démocratique du Congo devront relever plusieurs défis sécuritaires, notamment l'éradication des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés, dont le Nord Kivu. Et puis, à une semaine de la rentrée scolaire, le ministre de l'EPSP rassure de l'effectivité de cette rentrée dès le 8 septembre. Les messages de Maker Mwangou semblent avoir trouvé un écho favorable auprès des syndicats des enseignants, à l'instar de SIECO, qui appelle également à la rentrée des classes dès le 8 septembre. Enfin, la firme chinoise Sartam est sommée de cesser toutes ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi en a décidé le ministre des Pétentik, Trifonki Mulumba. De son côté, Sartam rejette les allégations du ministre des Pétentik. Il est 19h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de la soirée. Une énième vague de personnes militaires civiles viennent de bénéficier de la loi portant amnistie pour faits de guerre et faits insurrectionnels. Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, a publié la liste de ces bénéficiaires dont la plupart sont les membres de l'ex-M23. On va faire les points avec Richard Chako et James Kapangala. Ils sont au total 272 personnes militaires et civiles, dont 162 appartenant à l'ex-mouvement du 23 mars qui avaient fui en Ouganda, qui viennent de recouvrer leur liberté conformément à la loi portant amnistie pour faits de guerre, faits insurrectionnels. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, en donne la lecture de quelques bénéficiaires. Ceci donc n'est pas la dernière liste de personnes bénéficiaires de l'amnistie, parce que les actes d'engagement arrivent au fur et à mesure de l'éloignement des lieux ou des facilités de transfert vers Kinshasa de ces documents. Lieutenant-colonel Mambwe Kandolo Mundus, capitaine Bahati Kasongo Jean-Paul, capitaine Barakengera Birakaburura David, major Boussoka Abia Socrate, adjudant-chef Kasereka Isaac, sergent Simba Peter, sergent Mibenge Jacques, capitaine Irade Mesha Mugisha Euclude, sergent-major Mouindo Kisirani Justin, adjudant-chef Bisenge Shigora Alain, adjudant Biribindi Manyanga Roger, adjudant-chef Garambe Kisembo, sergent-major Kambere Makutano Jérôme, adjudant-chef Katembo Siminyoa François. Pour les porte-parole du gouvernement, seules les personnes de nationalité congolaise sont bénéficiaires de la loi portant amnistie. Seules les personnes de nationalité congolaise sont éligibles à l'amnistie. S'il y a des étrangers parmi ces groupes armés qui ont été concernés par les arrestations ou qui sont dans une procédure judiciaire en RDC, ils ne sont en rien sujets à ces arrêtés de libération, puisque la loi limite le bénéfice de l'amnistie aux seuls nationaux congolais. L'occasion a été donnée aussi à Lambert Mende d'apaiser les inquiétudes de la population congolaise au sujet de la mort du général Bahouma. Pour le gouvernement de la République, il ne faut pas que l'inquiétude et la consternation consécutives à ce grand malheur et qui sont dans l'ordre naturel des choses en arrivent à nous faire perdre la raison. Aucune adversité, aucune mauvaise fortune n'est à l'heure actuelle de nature à compromettre les capacités de nos forces de défense et leur volonté d'en finir avec les groupes armés, aussi bien étrangers que nationaux, qui endeuillent notre pays. Lambert Mende a aussi parlé des efforts que déploie le gouvernement dans la lutte contre la fièvre hémorragique d'Ebola qui sévit dans les secteurs du Djera à l'Équateur. Et puis, pendant que les étudiants de Bendi ont déclaré 2 jours sans université pour rendre hommage au général Jean-Lucien Bahouma, l'heure de défi sécuritaire a relevé. Le général des brigades Emmanuel Lombe et les forces armées de la République démocratique du Congo devront relever plusieurs défis sécuritaires, notamment l'éradication des ADF, des FDLR et autres groupes armés, dont les Nord Kivu, comme nous le dit Philémon Longonia.
C'est le général de brigade Emmanuel Lombe qui prend désormais les commandes de la 8e région militaire au Nord Kivu. Cet officier militaire succède ainsi au général Lucien Barouma Ambamba, décédé samedi dernier en Afrique du Sud. Plusieurs défis sécuritaires attendent cet homme qui devient aussi commandant de l'opération Sokola contre les rebelles ougandais de l'ADF à Beni. Il devra ainsi poursuivre cette opération militaire lancée depuis janvier 2014 par son prédécesseur avec l'appui de la MONUSCO. Les ADF sont actuellement très affaiblis mais continuent de mener une guérilla contre les FARDC dans certaines zones déjà libérées. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, devront aussi se retrouver sur la liste de défis sécuritaires à répertorier par ce nouveau commandant. Le processus de désarmement volontaire des FDLR n'a toujours pas abouti et l'option militaire n'est pas écartée pour les y contraindre. Le général Lombe doit aussi faire face à la problématique des groupes armés locaux dans le reste de la province du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Walikale, Lubero et Beni, où ces groupes restent hostiles au processus de démobilisation, désarmement, réinstallation et réinsertion des DRR. Ils continuent à commettre des exactions contre les populations civiles. Des hommages au défunt général Jean-Lucien Baouma, commandant de l'opération Sokola 1, a été l'un des points marquants de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi. Martine Kobler, chef de la mission onusienne, a rappelé que les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO poursuivent sans désemparer les processus de réduction, démobilisation et désarmement volontaire des ex-FDLR ainsi que les offensives contre les forces négatives encore actives dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une arme AK-47 et plusieurs munitions de guerre enfouies dans une maison ont été découvertes par la police nationale congolaise de Kindu. Les détails avec notre correspondant sur place à Kindu, Roger Ebolinda. Question de se décourager ni perdre confiance. Les autorités s'y attellent et le malfrat seront bientôt mis hors état de nuire. C'était ça le dernier mot du maire de la ville de Kindu le mardi pour remettre en confiance la population de sa ville qui en avait marre de l'insécurité. 24 heures après, la police vient de démontrer de quoi elle est capable. Elle a découvert une arme du type AK-47 et 27 munitions de guerre dans la maison où vivent une femme libre et ses deux hommes, dont un concubin. Ils ont été présentés au maire de la ville de Kindu devant la population, admirant la police nationale congolaise par le commandant Fataki. Ce matin, nous étions en pleine opération. Nous allés tomber dans une maison où habitait la propriétaire Madame Chibola. Là où nous avons trouvé une arme et une vingtaine de cartouches AK-47. Les deux autres ici, ils étaient récupérés lors de cette opération. Voilà, monsieur le maire, en bref, l'opération de ce matin effectuée par les éléments de la police de Kindu. Ramazani Omeno Albert, maire à l'intérim, appelle la population à collaborer avec les éléments de sécurité et à s'auto-prendre en charge. Comme j'ai toujours eu à le dire, les acteurs principaux de la sécurité, ce sont les citoyennes et citoyens de la ville d'abord ou de la cité. Donc encore une fois, je ne peux que remercier la population qui a donné des informations précises à la police nationale congolaise de ville de Kindu pour que celle-ci puisse tomber sur cette situation. Je ne peux que demander à la population de faire confiance aux autorités provinciales et de la ville de Kindu pour tout ce qu'on est en train de faire. Vous le savez déjà, l'insécurité caractérisée par le vol à main armée a atteint un niveau jamais connu à Kindu et les autorités tant provinciales qu'urbaines promettent une riposte équivalente et la population aura encore droit à son sommeil tranquille. Kindu Manema, Roger Ebolinda Zenga, RTG.
On en vient à l'économie à présent. La firme chinoise Startime sommet de cesser illico presto toutes ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et de retirer ses publicités à dater de ce mercredi 3 septembre 2014. C'est la suite à la correspondance du Premier ministre prenant acte de l'instruction du ministre des Pétentique à l'ARPTC. Le ministre Trifon Kinké Moulumba a fait cette mise au point devant la presse. Les reportages signés Jacques-Olivier Moulouba et Sylvain Mbete. La précision vient du ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui a réuni la presse ce mercredi dans son cabinet. La firme Startime doit cesser toute activité sur l'étendue du territoire national dès ce jour. À dater donc de ce jour, faisant suite à mon annonce du 8 juillet dernier, l'entreprise chinoise Startime, qui cannibalisait des fréquences qui ne lui appartenaient pas et ne payait aucun franc à l'État congolais, cesse toute activité sur tout le territoire de la République. Et à cette firme de retirer toutes ces annonces publicitaires mensongères qui abusent la population au risque d'aggraver pénalement son cas. Si par impossible, cette société persiste, elle deviendrait parfaitement hors la loi et je serais amené dans cette hypothèse de requérir la force publique en vue de lui faire entendre le droit. Trifon Kinké Moulumba a sollicité la collaboration d'autres membres du gouvernement pour faire respecter l'autorité de l'État. Depuis ce matin, j'ai par courrier séparé demandé à mes collègues ministres ayant l'intérieur et la justice dans leurs attributions de diligenter les services compétents de leurs ressorts respectifs afin de faire respecter l'autorité de l'État. À travers cette action, le ministre Kinké a fait respecter les dispositions de la loi cadre régissant les télécommunications en République démocratique du Congo. Réponse du berger à la bergère, Startime baleine des revers de la main les allégations du ministre des Pétentique au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi dans son siège à Gombe. L'entreprise Startime s'est dit inquiète de la décision prise par les ministres Trifon Kinké et Moulumba. Nous allons retrouver les duos Neftali Bomoutala et Richard Chako pour les commentaires. La réaction des Startimes à la décision du ministre des Pétentique ne s'est pas fait attendre. Après avoir rappelé à la presse les différentes correspondances entre les ministères des Pétentique et l'ARPTC, réservant copie au Premier ministre au sujet de son dossier, Startimes est catégorique. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre n'a jamais décidé la cessation des activités de notre entreprise. Celle-ci continue à fonctionner et le processus en vue de la saisine de la Cour suprême de justice est en cours. Il est important de relever que les prises de position de ce genre, au moment où son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'emploie à trouver des solutions adéquates, ne peuvent que ternir plutôt le climat des affaires et freiner l'élan des investisseurs observés jusqu'à présent dans le plus grand intérêt de la population de la République démocratique du Congo. Le directeur général des Startimes a rejeté les allégations du ministre des Pétentique selon lesquelles son entreprise ne paye pas les taxes à l'État congolais. Première preuve, je voulais vous montrer que la frais de licence que Startimes a payé, c'est de 25 000 dollars. Et les autres frais annexés, ces frais nous avons payé au ministère de BDD. Ça, c'est la preuve. À ses abonnés, Startimes lance les messages que voici. Je vous remercie beaucoup pour fidéliser avec la société Startimes. Donc, la Startimes est fermée bas. Nous allons continuer de faire notre service pour rendre les bons services pour notre clientèle.
Éducation à présent, la rentrée scolaire 2014-2015 était au centre de la rencontre entre le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, et les comités nationaux des parents d'élèves du Congo. À l'occasion, le ministre Maker Mwangu a instruit les comités nationaux des parents à veiller pour que les chefs d'établissement scolaire respectent les instructions officielles quant aux frais scolaires. C'était ce mercredi dans la salle de réunion du ministère de l'EPSP. René Pamphile Kayombo et Elvis Ndaya étaient présents à cette réunion et nous proposent ces reportages. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu Famba, et la vice-ministre Magui Rwakabuba ont été face aux comités nationaux des parents d'élèves du Congo ce mercredi. Objectif, échanger sur certaines questions qui concernent l'éducation générale et en particulier la rentrée scolaire. Nos entretiens ont tourné autour de la rentrée scolaire qui doit être effective le lundi 8 septembre 2014. Nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants le lundi à l'école. C'est l'avenir de ce pays. Et cela est dans le cadre du calendrier scolaire du ministère de l'EPSP. Maker Mwangu instruit ses comités de suivre de plus près le chef d'établissement scolaire sur tout ce qui a trait à la fixation de frais scolaires et de faire en sorte que ces derniers puissent respecter les dispositions légales et afférentes. La fixation des frais scolaires sur tous les aspects. Nous avons examiné ces points sur tous ces axes. Qui fixe les frais scolaires? Quels sont les frais scolaires que nous souhaitons qu'ils ne puissent plus figurer à l'avenir sur la nomenclature? Le second point avait trait à l'obligation qu'imposent certains chefs d'établissement scolaire pour que les enfants payent les uniformes ou autres objets scolaires au sein de l'établissement. Nous demandons aux parents de dénoncer, dorénavant, de dénoncer tout chef d'établissement qui n'appliquerait pas cette instruction-là. La rentrée scolaire est donc confirmée pour le 8 septembre 2014. Même son de cloche du côté du syndicat des enseignants des carrières qui dit oui à la rentrée scolaire de ce lundi 8 septembre 2014. Ce syndicat a fait cette déclaration à l'issue d'une assemblée générale organisée le mardi à l'école primaire Sonampangu dans la commune d'Endjili. Les reportages signés Abdul Soko, Astrid Mbouyi et Ben Mondo. Le syndicat œuvrant dans les secteurs de l'éducation continue à hausser les tons pour donner chacun sa position par rapport à la rentrée scolaire 2014-2015. Après le CIECO, c'est le syndicat des enseignants des carrières qui est monté au créneau pour dire oui à la rentrée scolaire de ce lundi 8 septembre 2014. Mais il reste en pourparlers avec le gouvernement par rapport à ses revendications. J'ai commencé par faire la restitution. C'est un devoir pour un leader syndical de faire la restitution à la base, à ce qui concerne le plan intérimaire des sous-secteurs de l'éducation, avec les trois axes, l'accès, la qualité et la gouvernance. J'ai parlé de l'augmentation des salaires des enseignants que nous avons eu auprès du gouvernement d'un montant de l'ordre de 5 milliards de francs congolais. Et cet argent a servi à l'ouverture de deux extensions de la mutuelle de santé à l'Équateur et à la province orientale. Et j'ai confirmé à tous les enseignants, membres des syndicats des enseignants des carrières et des autres syndicats, que la rentrée scolaire n'est pas un fait syndical. La rentrée est bel et bien confirmée pour le 8 septembre à 7h30 dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si les membres de deux syndicats précités se disent prêts à commencer l'année scolaire, le syndicat des enseignants catholiques, pour sa part, compte boycotter cette rentrée. Ces syndicalistes exigent du gouvernement le respect de leur cahier de charges avant le 8 septembre prochain. Ils ont décidé la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPSP. Simplement parce que, au niveau du gouvernement, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs réformes qui sont prises, mais ce sont des réformes contre-productives, des réformes qui ne permettent pas qu'on puisse requalifier le système éducatif congolais.
Pour sa part, le porte-parole du syndicat national de l'éducation confirme la rentrée scolaire 2014-2015 pour le lundi 8 septembre prochain. Il fustige les comportements de l'ancien secrétaire général Jean Bosco Punda qui ne peut plus parler au nom du syndicat. Ces propos ont été recueillis par Abdul Soko et Georges Bakabakangese. Sans entrer dans la polémique qui concerne cette organisation, moi en tant que porte-parole de l'intersyndicale, je dis que les syndicats qui sont membres de l'intersyndicale, en l'occurrence le SINECAT, dirigé par le camarade Malassi, le CIECO dirigé par le camarade Jean-Pierre Kimbouya, le SEC dirigé par le camarade Robert Kongi, le CIES dirigé par moi-même, ainsi que d'autres syndicats, l'UNECO dirigé par le camarade Ngoma et le CELCO dirigé par le camarade Panda. Tous ces syndicats, et j'en passe parce qu'il y en a 25 au sein de l'intersyndicale, n'ont qu'un seul mot d'ordre. Ils ont organisé des assemblées générales au cours desquelles ils ont parlé de la rentrée scolaire qui aura bel et bien lieu le 8 à 7h30 pour les uns et à 12h30 pour les autres. Donc, il n'y a aucune divergence. Le dialogue entre nous et le gouvernement est très positif, dans la mesure où le gouvernement a toujours une oreille attentive à nos revendications. Je vous en donnerai pour preuve que le 5 août, nous avons eu des échanges très fructueux entre les membres du gouvernement et nous. Il y avait en présence le ministre de l'EPSP, le vice-ministre au budget et la vice-ministre au budget et le vice-ministre aux finances. Nous avons eu à parler. De ces échanges ont découlé l'augmentation du traitement de base des enseignants qui va être effectif au mois d'octobre 2014. Pour être un peu complet sur ces registres de l'éducation, retenez qu'à 4 jours de la rentrée scolaire, l'atmosphère de la ville de Kinshasa reste prédominée par les préparatifs, mais la reprise des cours concerne également l'enseignement spécialisé, à l'instar de celui dispensé pour les enfants avec handicap au village Bondeko Libanga. Dans la commune de Kinshasa, nous découvrons les contours de l'enseignement destiné aux enfants malentendants et à ceux avec handicap mental. Les reportages signés Georges Bakabaka et bienvenue Magambo. Au siège de la coordination diocésaine des villages Bondeko à Kinshasa, 6 avenue Kabambare, au numéro 91 à 97, à côté de la maison communale, s'abrite le village Bondeko Libanga, faisant partie des 20 centres scolaires spécialisés dans l'éducation, la formation et l'intégration des enfants avec handicap. Le village Bondeko Libanga dispense un enseignement maternel, primaire et professionnel. Pour ce qui concerne les recrutements, les parents se présentent à l'école la plus proche. L'école reçoit l'enfant et oriente l'enfant ou recommande les parents à la coordination diocésaine des villages Bondeko, ici à Kabambare, dans la commune de Kinshasa, où il y a les services appropriés. Eh bien, il y a OREL et puis il y a les examinateurs médico-pédagogiques qui vont recevoir ces enfants-là pour les tests audiométriques et puis pour essayer d'évaluer leur quotient intellectuel. Parce qu'ici, nous avons 2 sections, la section handicap auditif et la section handicap mental. Dans leur finalité de réhabilitation et de réinsertion socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap, tous les villages Bondeko intègrent l'enseignement spécialisé, l'aspect social, la prise en charge paramédicale et la formation des cadres. Les enfants avec handicap auditif, mentaux, moteurs et visuels font partie des catégories d'élèves. Mais la formation n'est pas une sinécure. La première difficulté, c'est la difficulté des finances. C'est un apostolat très très dur qui demande beaucoup à ces agents-là qui sont des pères et des mères de famille qui ont des enfants qui doivent prendre en charge. Il y a des difficultés d'ordre matériel. Vous voyez, dans nos centres, notre encadrement va de pair avec la prise en charge paramédicale. Nous avons des centres de kinésithérapie. Eh bien, les équipements de kiné, comme vous savez, il n'y en a pas vraiment chez nous, suffisamment chez nous. Il y a les problèmes des équipements, des logopédies, les équipements OREL,
eh bien tout ça, ça nous pose des difficultés. La noblesse de la mission des villages Bondeko, qui équivaut à bien des égards à l'apostolat, ne manque pas de perspectives. Nous avons besoin d'aide pour construire, donner plus de possibilités à ces enfants pour les infrastructures d'accueil liées à leur handicap. Eh bien, si nous avons des possibilités, nous pouvons ouvrir d'autres écoles secondaires pour permettre à nos enfants sourds d'avoir accès à ces écoles les plus proches de leur maison, de leur habitation. À l'aube de la rentrée scolaire, se pencher sur l'enseignement spécialisé des personnes avec handicap reste une nécessité, question de leur garantir des possibilités d'intégration dans la société. Dans un autre registre, une matinée de plaidoyer dans le cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour les développements 4 et 5 portant sur la réduction et la mortalité maternelle et infantile a été organisée dernièrement par le gouvernement de Bandundu. L'objectif est de sensibiliser toute la population à combattre ces fléaux dans la province de Bandundu. Les comptes rendus nous est donné par Niro Mukwakalumbo et Fanny Anifa Kassimana. C'est au gouvernorat de province du Bandundu, communément appelé Maison Blanche, qu'a eu lieu la matinée de plaidoyer pour la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accélération des objectifs du millénaire 4 et 5 sur la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Toutes les interventions ont été axées sur les explications de ce cadre d'accélération. Le gouverneur de province, Jean Kamisendou, a interpellé toute la population de Bandundu à conjuguer les efforts pour lutter contre ces fléaux. Le représentant du chef de l'exécutif provincial a, au cours de la conférence de presse tenue à l'issue de cette matinée de plaidoyer, affirmé la participation de son gouvernement à l'enquête démographique et sanitaire. Au niveau de notre province, sous l'impulsion de notre gouverneur de province, Jacques Kamisendou Kutuka, nous nous sommes vus obligés de nous approprier de cette vision-là. C'est dans ce cadre que nous avons réalisé des objectifs phares, tels que la construction d'au moins une structure de santé par territoire pour améliorer l'offre des services de la santé. Le ministre provincial de l'EPSP du Bandundu a aussi donné des précisions sur la contribution de sa province quant au gap financier à combler. Nous avons pris l'engagement d'inscrire au budget de la province de 2015 les lignes budgétaires consacrées à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Nous avons aussi pris l'engagement de négocier avec nos partenaires économiques pour que toutes les actions soient orientées sur la santé de l'enfant et de la mère. La province du Bandundu est désormais engagée dans ce processus de cadre d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement 4 et 5. Pendant ce temps, il s'est ouvert ce mercredi les travaux de formation sur la méthodologie de l'indice de développement humain. L'objectif est de disposer des indicateurs les plus fiables du développement humain en République démocratique du Congo. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Plans et mise en œuvre de la révolution de la modernité qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Plus de précisions à travers ces reportages. C'est pour répondre à la recommandation de la Troïka stratégique que se tient cet atelier sur la méthodologie et l'évaluation de l'indice de développement humain. L'objectif est de doter la RDC des indicateurs on ne peut plus fiables sur l'IDH. Lors de la cérémonie d'ouverture, les directeurs de cabinet du ministre du Plan et mise en œuvre de la révolution de la modernité est revenu sur quelques prouesses enregistrées par la RDC en termes de développement humain. Il est également impérieux que ces mêmes partenaires reconnaissent et fassent connaître auprès de tous les progrès accomplis par le gouvernement congolais. Vous comprendrez donc qu'il n'est pas compréhensible que toutes les données, que soient utilisées des données qui ne reflètent pas totalement les performances accomplies par notre pays. Ainsi, le gouvernement exhorte tous les partenaires de nous aider à accélérer la publication du rapport national sur le développement humain 2014 pour permettre la prise en compte des données actualisées du pays. Pour rappel, l'indice de développement humain
est une mesure de synthèse du niveau moyen atteint dans les dimensions clés des développements humains. Son